La seule chose qu'on retient actuellement, Xenia Fedorova, et vous allez me dire si je me trompe, c'est que le cessez-le-feu, là, est plus fragile que jamais. Oui, je pense que chaque jour, on se pose la question si Donald Trump va finalement décider de reprendre les frappes. Et on sait très bien que militairement parlant, ils sont prêts, comme Israël. Mais ma conviction, que si jusqu'à maintenant il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne voit pas euh, la résolution des problèmes. Parce que les frappes, et on a très bien vu ça, les frappes ne changent pas les problématiques, ne changent pas les régimes, ne changent pas le fait qu'Iran continue de contrôler le détroit d'Ormuz. Bon, aujourd'hui, c'est la guerre aussi des communications. Donald Trump dit que c'est lui qui contrôle le détroit d'Ormuz, mais la vérité, et on voit ça très bien, que la situation n'a pas changé. Et donc, c'est une guerre de communication et guerre pour la crédibilité des États-Unis aujourd'hui. Parce que les États-Unis, ils sont supposés pas seulement contrôler la situation, mais en fait de régler, de résoudre cette conflit. Et avec tous les pays du Golfe qui normalement marchaient, la situation marchait comme si les États-Unis sont les garants de sécurité. Aujourd'hui, on voit très bien que cette architecture ne marche plus. Comme vous avez dit, les États arabes unis étaient encore une fois frappés. Et donc c'est quelque chose qui, je pense, qui est évident qu'aujourd'hui, les États-Unis, ils sont capables de frapper, mais ils ne sont pas capables de garantir la sécurité de longue durée. Et c'est ça, les vraies, je pense, cartes dans les mains des Iraniens aujourd'hui, qu'ils montrent cet échec des États-Unis. Parce que pour Iran, ce n'est pas nécessairement de gagner militairement. Je pense que c'est suffisamment de juste montrer à tout le monde que c'est eux qui contrôlent ces passages maritimes qui est absolument crucial aujourd'hui pour l'économie globale. En fait, ce sont eux, enfin ce qu'ils veulent montrer en tout cas, ce sont eux qui maîtrisent à la fois l'agenda et la situation dans ce détroit. Sébastien Ligné. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette guerre de bluff, de contre-bluff entre le régime iranien et les États-Unis, l'Iran a une grande force que n'ont pas les Américains, c'est toutes ces zones grises, ce flou qu'entretient le régime iranien sur ses forces réelles. Quand vous lisez la presse américaine, vous comprenez que même les renseignements américains ne savent pas exactement concrètement quelle est la situation en Iran, quelles sont les forces réelles du régime iranien, leurs forces militaires, leurs forces diplomatiques, leurs forces politiques. On ne sait pas vraiment aujourd'hui qui contrôle l'Iran, combien de soldats seront prêts à être mobilisés s'il y a une intervention américaine et israélienne sur le sol iranien, combien de missiles, combien d'infrastructures tiennent encore debout, quel est réellement leur contrôle du détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est un contrôle extrêmement fermé, à double tour, absolument impossible à déverrouiller, ou est-ce qu'il y a déjà des fragilités? Toutes ces petites zones grises cumulées font qu'en réalité, c'est plus facile pour l'Iran de mener une guerre de communication quand en face, votre adversaire ne connaît pas réellement vos cartes. C'est très compliqué pour les Américains, parce qu'en effet, là où Xenia a raison, c'est que si les Américains s'engagent pleinement dans un conflit à grande échelle avec l'Iran, vous n'avez pas de retour en arrière. Vous devez absolument remporter ce conflit, sinon c'est un drame politique, humanitaire, géopolitique mondial. Et je pense que les Américains ne souhaitent pas s'engager dans ce all-in, dans ce tapis, sans savoir concrètement ce qu'ont les Iraniens dans leurs cartes. La métaphore du poker est filée jusqu'au bout, Sébastien Ligné. Écoutez Donald Trump, qui lui n'a pas trop de doutes sur les capacités militaires de l'Iran. Il a clairement dit « elles ne font pas le poids ». Et il a martelé la nécessité de ne pas laisser le régime des Mollahs se doter de l'arme nucléaire. Il s'est exprimé depuis la Maison-Blanche hier. Ils n'ont ni marine, ni armée de l'air, ni équipement antiaérien, ni radar. Ils n'ont absolument rien. En fait, ils n'ont pas de dirigeants. On ne peut pas les laisser se doter d'une arme nucléaire. Sinon, on va se retrouver face à des problèmes que personne ne pourrait imaginer. Tout se passe très bien. Ils ont fait un sondage sur la guerre avec l'Iran et ils disent que seulement 32% des gens y sont favorables. Eh bien moi, je n'aime pas ça. Et je n'aime pas la guerre du tout. Mais nous sommes mieux équipés qu'eux. Nous avons la meilleure armée du monde. Vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela? Vous voyez ce qui se passe partout? Vous avez entendu Donald Trump qui réaffirme que le programme nucléaire iranien est la cible finalement de cette guerre et que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. Pourtant, selon les révélations de Reuters tirées des services de renseignement américains, l'Iran n'a besoin que d'1 an pour fabriquer une arme nucléaire, un délai inchangé malgré la guerre. Tout ça pour ça, Xenia Fedorova. Malgré les frappes, en fait, ça montre encore une fois que les frappes ne changent pas grand-chose. Ça peut détruire les bâtiments, ça peut tuer les civils, ça peut tuer même les personnalités du régime, mais ça ne règle pas le problème.
Et donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on a entendu Donald Trump déjà parler de la victoire. Donc là, je pense qu'il sera obligé de revenir à l'arrière ou utiliser cette information pour justifier aussi la continuation des pressions sur Iran et peut-être frappe potentielle, on verra. Sauf que les frappes, encore une fois, on est en train de voir, ils ne marchent pas. Je pense que, et je pensais toujours que le programme nucléaire iranien est beaucoup plus difficile à détruire. On a vu déjà quelques éléments quand on a parlé de l'uranium enrichi qui était qui pose un problème aujourd'hui pour les États-Unis. On peut revenir sur les propositions de la Russie qui propose d'enlever cet uranium enrichi en Russie pour faciliter les négociations entre Iran et les États-Unis. Mais ça, on est encore un peu loin de tout ça. Donc pour moi, oui, c'est clair et c'est en fait, ça montre à quel point la communication est différente de la réalité sur les terrains. Ah oui, parce que Téhéran refuse toujours d'aborder dans les négociations, en tout cas, qui pourraient peut-être un jour reprendre, on ne sait pas encore, mais parmi les sujets, il y a ce crucial dossier nucléaire et Téhéran refuse d'y revenir. Sébastien Ligné. Ce qui est sûr, c'est que si ça se confirme, parce que ça reste les informations venues du camp iranien, peut-être que les infrastructures nucléaires sont dans un état catastrophique, même si j'en doute. Ce qui est sûr, c'est que si ça se confirme, ça veut dire que le grand échec de Donald Trump, ce n'est pas tant l'opération actuelle, mais les frappes de juin dernier, où le but de ces frappes ciblées sur les infrastructures nucléaires était justement de mettre à bas le programme nucléaire civil et militaire de l'Iran. Souvenez-vous des déclarations de Donald Trump à ce moment-là, où il nous expliquait que le programme nucléaire iranien avait été complètement détruit, qu'il mettrait sans doute 5 à 10 ans pour se relever, que la mission était réussie et qu'on pouvait passer à autre chose. On voit bien que c'était loin d'être le cas. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui a posteriori, c'est que c'est cette première vague de frappes en juin qui a déclenché aujourd'hui cette deuxième opération. Et donc oui, on en revient toujours au même point, c'est que est-ce qu'il fallait frapper l'Iran de cette manière-là en juin dernier sans se coordonner avec le reste des pays, notamment du Golfe, le reste des pays occidentaux? Peut-être qu'une opération ciblée de grande ampleur a pu mettre le régime iranien à bout de souffle en quelques semaines. Le problème, c'est que en juin dernier, Donald Trump a fait le choix solitaire. Et on voit aujourd'hui que les résultats n'y sont pas. C'est le service de renseignement américain qui explique que le délai pour fabriquer l'arme nucléaire iranienne n'aurait pas changé. Oui, c'est ça, mais en juin dernier, il nous expliquait qu'il mettrait 5 à 10 ans à se relever. Bien sûr. Je voudrais ajouter peut-être une autre dimension à ces conflits. Il ne faut pas oublier que chaque guerre, et surtout cette guerre en Moyen-Orient, ça apporte d'argent à tous les complexes militaires industriels. Et on peut aussi se poser des questions si ce n'est pas dans l'intérêt de certaines grandes entreprises américaines de continuer et ne pas trouver une solution immédiate, parce qu'on vient d'apprendre que les États-Unis sont validés 8,6 milliards de ventes des armes aux alliés dans les Golfes. Et donc, les stocks qui se vident avec les frappes, ils doivent être réapprovisionner. Réapprovisionner, ça coûte d'argent. Et aussi, il ne faut pas oublier que les producteurs de pétrole, ils gagnent aussi d'argent avec les prix de pétrole qui et puis en même temps, ça coûte cher aussi cette guerre aux États-Unis. On en a parlé. Et d'ailleurs, oui, mais ça fait aussi d'argent aux États-Unis. L'administration Trump a dû le justifier devant le Congrès. J'en viens aux Européens, puisqu'on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron va parler au président iranien aujourd'hui. Hier, il a également condamné les frappes iraniennes sur les Émirats Arabes Unis. Il les a jugés inacceptables. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Et Keir Starmer, par exemple, le Britannique, a appelé Téhéran à s'engager véritablement dans des négociations. Emmanuel Macron qui a aussi demandé une réouverture concertée de ce détroit d'Ormuz, expression qui vous a beaucoup plu, Sébastien Ligné. Exactement. Donc on condamne. On appelle à des réouvertures concertées, mais finalement tout cela est synonyme d'impuissance. Totalement, c'est-à-dire qu'on l'évoquait déjà hier, cette manière, cette manie, ce talent d'Emmanuel Macron d'inventer des expressions totalement creuses qui ne veulent absolument rien dire, mais qui occupent l'espace médiatique, c'est assez bluffant. C'est exactement la même chose avec la dissuasion avancée. Mais au moins, vous l'avez dit, il occupe l'espace aussi médiatique quand même pour dire que les Européens, la France est là. Le problème, c'est que plus il occupe l'espace, plus on comprend qu'on est impuissant et qu'on n'est que spectateur de cette situation, plus ce sentiment d'impuissance se renforce. Si Emmanuel Macron se taisait, on verrait moins l'impuissance française. Le problème, c'est qu'il veut tellement se rendre omniprésent, il veut tellement être le premier sur la photo, au premier rang,
qu'on remarque d'autant plus son impuissance et son incapacité à sortir de Starmer la et crise. Friedrich Merz également se positionnent, Monsieur condamnent. Starmer, il a deux doigts de se faire ouster par ses propres députés au Royaume-Uni, donc bon. Allez, j'en viens à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce 9 mai qui arrive, c'est samedi, c'est un jour très important en Russie, puisque c'est la victoire de la capitulation nazie qui est une énorme fête sur place avec un défilé militaire, on y reviendra. Et il y a eu une proposition de trêve. Alors Volodymyr Zelensky a dit qu'il n'avait pas été contacté officiellement au sujet de cette offre de cessez-le-feu de la part du Kremlin pour le jour des commémorations. Écoutez-le. Écoutez, les Américains ont discuté avec les Russes de ce qui pourrait se passer le 9 mai, un cessez-le-feu ou non, mais personne ne nous a contactés officiellement, personne n'a proposé officiellement. De plus, il s'agit d'une guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et donc les États-Unis et la Russie discutent d'un cessez-le-feu. De quel type de cessez-le-feu s'agit-il ? Il est important que nous sachions sur quoi ils s'accordent. Un cessez-le-feu d'une journée alors qu'avant cela, ils continuent de tuer nos concitoyens. Pour le dire poliment, c'est tout simplement injuste. Et auparavant, Volodymyr Zelensky avait dénoncé le cynisme absolu de Moscou avant cette trêve, parce qu'il y a eu des frappes sur 2 régions qui ont fait au moins 6 morts. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre sur cette trêve-là, sur l'importance ? C'est un seul jour, on n'est pas du tout encore en train de parler d'un cessez-le-feu durable, Ksenia Fedorova. Non, on parle d'un cessez-le-feu assez courte, un peu la même cessez-le-feu qui a été faite pendant les Pâques, pendant les grandes fêtes. En fait, le 9 mai, c'est une fête nationale hyper importante pour tous les Russes et je veux dire pour tous les peuples de post-Union soviétique, parce que c'est le jour où l'Union soviétique a proclamé la victoire contre les nazis, l'Allemagne nazie. Je sais qu'en Europe, c'est fêté le 8 mai, oui. avec la différence de décalage de l'horaire. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une petite différence. Mais pour la Russie, c'est le 9 mai. Et la Russie va montrer qu'il est prêt de prendre une pause dans les frappes sur les sites énergétiques, ce qui se passe aujourd'hui souvent et beaucoup. Mais pour Vladimir Zelensky, il est toujours dans la communication, à la place de plutôt accueillir et féliciter cette initiative. Il prend l'opportunité d'encore une fois accuser la Russie. Je veux qu'il propose ses propres dates, les 5 et 6. Oui, un peu avant. Oui. Il y a aucune logique, en fait, parce que, comme vous avez dit, le 9 mai, c'est ça le jour, c'est ça le symbole pour la Russie, et c'est la fête nationale. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de communication entre les deux, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, Vladimir Zelensky menace les célébrations à Moscou. Il y a les Ukrainiens qui préparent une certaine action en 9 mai. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens à Moscou. Et on a vu une réponse des ministères de la Défense russe qui sont dit, la réponse était très très dure, ils se sont dit, s'il y a des frappes sur Moscou le 9 mai, on va frapper Kiev, qui on n'a pas encore fait pour les raisons différentes et humanitaires. Donc j'espère qu'en fait, cette cessez-le-feu sera accepté le 9 mai et tout se passe bien, mais sinon, une autre escalation escalade peut prendre place. Oui. Je voulais avoir votre avis, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et notamment un rapport des services de renseignement de pays de l'Union européenne sur les craintes d'un coup d'État contre Vladimir Poutine qui renforcerait sa sécurité personnelle depuis quelques mois. Un de ses anciens ministres est particulièrement mis en cause, Sergueï Shoigu, c'est l'ex-ministre de la Défense. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'en est-il ? Vous savez, je pense qu'il ne faut pas confondre les 3 choses. Une véritable coup d'État, la crainte d'un coup d'État et l'instrumentalisation politique des rumeurs de coup d'État. Parce que déjà, il faut se poser les questions, où vient cette information ? C'est quoi les sources ? Là, on vient d'apprendre, c'est un renseignement global européen. Qu'est-ce que c'est ? Moi, par exemple, je connais les CIA, je connais les Mossad, je connais même un peu des GSE, mais je ne connais pas le renseignement européen. Et en fait, dans le temps des guerres, cette instrumentalisation des informations, ça sert à plusieurs objectifs. La première, un message aux élites, dans les pays, on peut dire, ennemis. La deuxième, c'est en fait communication auprès de leurs propres citoyens, que les sanctions marchent, qu'il y a des problèmes à l'intérieur de la Russie. Mais si on regarde,
depuis déjà plusieurs années, on a entendu que l'économie russe s'effondrait, que la Russie est presque finie. Ursula von der Leyen dit au début de la guerre que les Russes n'ont pas les capacités, ils sont obligés d'utiliser les microchips des machines lavées pour Les puces. les puces, exactement. Donc toute cette communication des guerres, les propagandes et tentatives de montrer qu'en fait tout va bien, l'argent qu'on envoie à l'Ukraine, ça marche, les sanctions marchent, et la Russie est en train de défendre. N'oubliez pas qu'on a dit que Vladimir Poutine a eu plusieurs cancers. Oui. Et normalement, elle était Oui, censée il y a des déjà... rumeurs sur son état de santé. Oui. Et oui, les rumeurs qui étaient largement relayées par les médias français sur les plateaux télé, c'est quand même incroyable. Donc je pense que là, on voit un peu, Là, c'est à peu aussi près la pour même vous une chose. opération de Ouais, bien sûr. déstabilisation. Bien sûr. En tous les cas, je peux vous dire que moi, en tant qu'Russe, et je suis allée à Moscou il n'y a pas très longtemps, la popularité de Vladimir Poutine est toujours très très haut. On l'a Même- dit en baisse. Il a baissé quelques points, de 70% à 60%. C'est rien à faire avec la popularité d'Emmanuel Macron. Oui, mais aujourd'hui, on non. ne peut pas comparer les deux. Peut-être, et Oui, même bon, si enfin on bon, c'est, Peut-être même si vous n'êtes pas obligé de croire les chiffres qui viennent de la Russie, mais le sentiment que j'ai, c'est toujours un peu la même chose. Mm. Les Russes sont plutôt réunis. Et est-ce que il est dit quand même que les mesures de sécurité qui sont en vigueur au Kremlin ont été renforcées? Je n'ai vu aucune confirmation de cette... Moi, je vais continuer de regarder, c'est peut-être va sortir, mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, je pense que c'était les Figaro qui relayaient cette information en France. Entre autres, ouais. Je suis sûre qu'il y a d'autres médias occidentaux qui sont fait la même chose, mais ce n'est pas la première fois où on entend quelque chose comme ça, mais je pense que c'est loin de la vérité. Sébastien Ligné. Non, tout d'abord sur la popularité de Vladimir Poutine, en effet, elle baisse, mais après plus de 25 ans au pouvoir, être toujours à plus de 60% d'opinion favorable, je peux vous dire que vous avez beaucoup de présidents français qui aimeraient bien avoir une telle longévité. Premier point. Ensuite, il y a quand même, je trouve toujours, en Europe, un espèce de fantasme sur Vladimir Poutine, sur le quotidien du pouvoir russe, les coulisses, comment ça fonctionne. En effet, on a toujours extrapolé tout un tas de choses autour de Vladimir Poutine. On nous a expliqué que sa santé déclinante expliquerait finalement son intervention en Ukraine, d'un homme qui serait à deux doigts de mourir et qui, dans un dernier coup de sang, aurait envahi l'Ukraine pour laisser quelque chose à son peuple avant sa mort. Enfin, toutes ces choses complètement farfelues. Il y a toujours une psychologie de l'analyse européenne derrière Vladimir Poutine. On en a fait des livres, on pourrait refaire le match du Kremlin si vous voulez. Enfin, il y a toujours cette image autour de Vladimir Poutine. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de secret, de caché. On nous cache forcément quelque chose. Je me rappelle, pendant le Covid, on nous expliquait qu'il se faisait injecter des recettes miracles, ou après, plus tard, les Américains ont expliqué qu'ils faisaient des recherches pour la vie éternelle, pour que Vladimir Poutine puisse vivre jusqu'à 200 ans. Enfin, c'est toujours comme ça. Si, je vous jure, vous regardez, mais je vous promets que ça existe. Il y a des articles qui expliquent que Vladimir Poutine met énormément de ses milliards, parce qu'apparemment, Vladimir Poutine aurait des centaines de milliards d'euros cachés, et qui mettrait son économie au profit de recherches complètement avancées sur le changement d'organes, etc. Donc il y a toujours un fantasme autour de cet homme-là que j'ai du mal à m'expliquer. Voilà. Bon, écoutez, on en parlera. Je vous ai ou pas, surpris d'ailleurs. avec Ouais, cette ouais, histoire. totalement.